Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Tante Shaki et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui n'est ni un ciné-info ni une version longue. Oui, je pense que vous avez dû voir dans le titre, on va parler aujourd'hui d'une critique de film. C'est la première fois que je vais en faire une, je ne sais pas si j'en referai. On verra ce que vous en penserez. On est d'accord? Je sais que cela fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. En même temps, j'ai eu mes raisons, aussi bien que les travaux qui ont duré plus de 4 mois, la perte de motivation et le fait que j'ai plus de temps non plus, parce que maintenant que je travaille, voilà. C'est un peu trop privé ça, non? Bref, aujourd'hui on va parler donc de la critique de Spider-Man Homecoming. J'ai eu l'occasion de le voir donc cet après-midi. Je vais donc vous donner mon avis. Eh bien ce film est cool, franchement il est super bien. Cependant je tiens à expliquer que j'ai adoré la première trilogie de Sam Raimi. Il n'y a aucun souci, j'ai adoré. Par contre les Amazing Spider-Man, je les ai détestés. Donc excusez-moi par avance si je ne ferai pas de comparaison avec les Amazing Spider-Man parce que sincèrement, je les ai vus qu'une seule fois, ça m'a largement suffi. Voilà. Alors, donc il est super bien et donc je vais essayer de décortiquer un petit peu et je vais garantir qu'il sera quasi, je dis bien quasi, no spoil. La partie spoil se fera tout à la fin, je vous préviendrai avant, ne vous inquiétez pas. Pour commencer, j'ai envie de parler de la réalisation et du scénario. Autant mettre les deux dans le même tas. La réalisation déjà est très bien. Les plans, que ça soit au niveau des plans de vol ou que ça soit même les plans basiques au niveau de la couleur, de la photographie, de la lumière, tout est bon dans le film. Il n'y a aucun souci, ça met bien donc Spider-Man en valeur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Niveau du scénario, j'ai envie de dire, le scénario est à la fois un petit peu complexe et à la fois simple. Donc en gros, c'est un bon film. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est assez linéaire sur le développement des personnages, aussi bien sur celui de Peter Parker que sur celui du Faucon, que ce soit même sur les personnages secondaires. J'y reviendrai quand je parlerai de chacun des personnages. Enfin, chacun comprendrait. Et aussi donc sur le fait qu'il y ait des fois quelques petites révélations, que ça soit aussi au niveau des scènes d'action, le scénario, la réalisation, les mises en place, tout est bien fait. Tout est bien fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Quelques petits bémols, mais pas trop grave, ça c'est pardonnable. En ce qui concerne la musique, là on touche à un petit point sensible, parce que la musique est très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, à part la scène d'intro qui réutilise le thème de la chanson de Spider-Man, le thème « L'araignée est un être bien singulier », enfin vous savez, cette mélodie-là, elle est reprise d'une certaine manière au début du film qui est très sympatoche, franchement c'est assez sympa à entendre. Après je veux dire, après le reste du film, les musiques sont là au bon moment, mais par contre je pourrais pas vous ressortir un thème, c'est pas possible. Voilà, en gros la musique elle est bien placée, mais pas marquante. Voilà, c'est pas pour autant que ça fait de la mauvaise musique, nuance. Et maintenant, autant passer au personnage, ça me permettra donc de faire la liaison avec donc ce qui ira pas par exemple dans le scénario, ce qui va très bien et tout. Je vais commencer par Tony Stark. Tony Stark dans le film, ouais, c'est le Tony Stark du début du premier Iron Man en fait qu'on trouve. Mais clairement quoi, en gros c'est pas vraiment Iron Man qu'on voit, enfin le voit Iron Man, voit la personnalité, mais la personnalité c'est vraiment Tony Stark au début de Iron Man 1. Quand il est un peu genre, je suis le meilleur, je sais que tu peux être meilleur que moi, mais je serai toujours au-dessus de toi parce que je sais que tu es capable de rien. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on nous le présente au début du film, quand ça a été mon ressenti. Après, certes, il est pas aussi présent qu'on pourrait le croire. On pourrait croire quand on voit les bandes annonces, t'as l'impression qu'il va être là toutes les 5 minutes. Non, il n'est pas là tous les 5 minutes, il est même plutôt rare. Et il est là en fait pour le développement du personnage de Peter Parker. On en viendra quand je parlerai de lui justement. Et sincèrement, ouais, son personnage, autant qu'il t'a envie des fois de le baffer et de lui dire c'est bon, redescends, c'est pas parce que t'es Iron Man et que t'es millionnaire que ça te permet d'être aussi désagréable, mais ça va, ça rentre dans les critères du personnage, donc c'est excusable. Ensuite, je vais parler de Happy. Vous savez pas qui c'est? Pourtant vous l'avez déjà vu. C'est lui. Le conducteur, garde du corps, enfin c'est celui qui est dans Iron Man, qui est dans Iron Man 1 et qui est le conducteur, le chauffeur.
Bon d'ailleurs c'est son vrai métier, mais bon passons. Et bien ce personnage-là aussi n'est pas très présent, mais il est là pour une seule raison. Surveiller Peter Parker, en tout cas c'est ce qu'il est censé faire, de loin. Et pourquoi je précise bien de loin? Parce qu'en fait, Peter, au début du film, en gros, il attend juste une chose. Il veut rejoindre les Avengers parce que, après Civil War, d'ailleurs, un très beau petit clin d'œil est fait à Civil War, je vous laisserai découvrir lequel. Et dans le fait de se dire, j'ai envie de faire une nouvelle mission, de montrer de quoi je suis capable en tant que Spider-Man, surtout avec le costume qu'il a. Là, l'histoire après se passe donc 2 mois après Civil War, et je reviendrai un peu plus sur l'histoire quand je parlerai d'un autre personnage. Ça se passe donc 2 mois après Civil War et en fait il se rend compte que en fait ils l'ont pas rappelé. Déjà parce que des missions, je pense que par Iron Man après Civil War, des missions des Avengers il y en a pas 50 000 par an quoi. Enfin je veux dire il y en a pas un tous les jours quoi. Du coup le petit Peter Parker est un peu gêné et donc lui il est là pour faire en gros l'intermédiaire. Il lui laisse, et donc Peter lui laisse des messages vocaux, il laisse des messages écrits, mais il répond jamais. En gros la seule fois où il répond, c'est pour l'envoyer chier carrément. C'est pour lui dire en gros, ouais non mais c'est bon, on n'a pas le temps quoi, on n'a pas le temps de tes conneries, voilà. C'est pas ce qu'il dit, mais c'est à peu près le ressenti qu'il a. D'ailleurs, je reviendrai aussi sur les messages de Peter Parker, mais Peter Parker il a beaucoup de trucs à dire sur lui. Vous verrez. Ensuite, on va parler de Tante May. Si vous vous attendiez à une Tante May à la genre Sam Raimi qui donne de très bons conseils, vous allez être déçu. La Tante May d'ici est complètement transparente. Elle sert à rien. Même pas pour le développement du personnage de Peter. Elle sert à rien. Sérieusement, c'est juste pour dire, ouais, bah tu sais, Peter Parker, il vit avec sa tante. Point. Bref, au niveau de Tante May, donc ouais, elle sert à rien. Sérieusement, elle fait même pas avancer le personnage. Tu pourrais presque l'enlever de l'histoire. C'est vraiment une personnage. J'irais même pas une personnage secondaire, j'irais une personnage tertiaire, elle n'apporte vraiment rien à l'histoire, et c'est dommage. Ensuite, on va parler donc de Michelle, jouée par Zendaya dans le film, et qui est... Petit spoil, bizarrement pour initiale MJ. Vous voyez le rapprochement? Oui, je pense aussi que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé ainsi. Oui, parce que Mary Jane Watson et Gwen Stacy ne sont pas présents dans cet opus. Hein, et son avis ne sera pas présent du tout dans cette timeline de Spider-Man. Alors, que dire de Michelle? Bah sincèrement, c'est une fille qui a... comment expliquer? En fait, cette fille, c'est un peu une rejetée, c'est quelqu'un qui est tout seul. En gros, c'est une grosse clocharde. Une moins que rien, une mademoiselle, vas-y ferme ta gueule, j'ai pas envie de te parler. C'est l'impression qu'elle donne. Mais en fait, plus on avance dans le film, elle a pas beaucoup de scènes, je précise, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est une petite intellectuelle qui a juste du mal à s'intégrer et qui, au fur et à mesure du film, va réussir à s'intégrer. Son personnage est assez bien développé dans le sens que, pourtant, elle a presque pas de réplique. Elle a presque pas d'apparition à l'écran. Et pourtant, tu t'y attaches quand même un peu parce qu'elle est là juste pour avancer le développement de certains personnages. Et ça, c'est intelligent. C'est vachement intelligent, je peux le confirmer. Partons maintenant sur Lynn. Lynn, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit peu on va dire la pseudo-histoire d'amour de Peter. Et en fait, ces personnages-là, elle non plus, elle est pas autant développée. Enfin, elle est même moins développée que Michelle. Et pourtant, Michelle n'avait pas beaucoup de scènes et elle en a plus. Mais en fait, en gros, on fait vite le tour de son personnage. Hein. C'est une fille qui a l'air d'être intelligente, qui dirige un groupe par rapport au décathlon de l'intelligence, si j'ai bien compris. En gros, et elle est en dernière année aussi. En fait, en gros, c'est une fille qui est gentille, c'est un amour, point final. En gros, c'est ça le vibe de Lynn. Après, ce que je peux rajouter de plus par rapport à son personnage, ce n'est pas un spoil, c'est plutôt un truc que j'ai trouvé ça vachement drôle, c'est la scène du gymnase. Où ils parlent justement de Spider-Man, parce qu'ils en parlent partout, ils en parlent parce que voilà, ils en parlent dans les journaux, ce qui est normal. Hein. Et sincèrement, j'adore comment ils parlent à ce moment-là. Je ne vous spoil rien, mais j'ai vachement souri lors de cette scène. Et non, pour ceux qui se demandent, j'ai pas remarqué de Daily Bugle dans cette version-là.
Peut-être après, on verra bien. Enfin, quoique, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas vu de Daily Bugle et puis les photos de Spider-Man, bon, bien sûr, sont toutes dégueulasses. Voilà. Maintenant, je vais passer aux personnages, on va dire, principaux. Et il y en a 3, selon moi, qui sont principaux. Et on va commencer par le Podgeek. Là, je vais l'appeler comme ça parce que je m'en souviens plus de son nom. Je vous le noterai, hein. Et puis... Oh là là, ce mec, il est chiant, mais il est chiant. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous pouvez comprendre. En fait, pour moi, comment décrire ce mec, c'est comme si t'avais un gamin qui... Un gamin, mais vraiment un gamin, tu lui dis, tiens, je vais jouer par exemple tiens, avec Iron Man, et qui va te dire tous les jours, oh, qu'est-ce que tu as de la chance, oh là là, mais t'as trop de chance, oh, qu'est-ce que j'aimerais être à ta place, oh, est-ce que tu lui as parlé, qu'est-ce que t'as fait, oh là là, qu'est-ce que t'as fait avec lui, oh là. Sérieusement, il fait ça pendant tout le film, et ça devient lourd, mais lourd. Sérieusement, il y a beaucoup de monde qui ont eu un peu peur de dire j'ai peur que ce personnage devienne lourd. Je sais que ça fait partie du scénario, mais quand même, t'es pas obligé d'être aussi lourd, quoi. Et je parle pas de son poids, sans déconner. C'est moi pour la relation, mais c'est vrai. Non, mais sérieux, il a des répliques, mais voilà, quoi. De toute façon, dès qu'il a commencé à parler, j'avais juste envie de lui dire tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Il y a un truc qui est classe quand même. C'est le check qu'il a avec Peter Parker. Alors ça, je sais pas d'où est-ce qu'ils l'ont sorti, mais il est trop classe. Je serais incapable de vous le refaire. Je crois qu'elle y est dans la bande-annonce, le check, mais ça c'était nice, ça par contre. Et un autre truc que je préciserai dans la partie spoil. Ensuite, on va parler donc du Faucon joué par Michael Keaton. Ce personnage est extraordinaire. Déjà, on apprend un truc, c'est que le Homecoming, déjà, premièrement, ça se passe après le premier Avengers. Vous savez, quand il y a la New York qui est détruite et qu'il y a des vaisseaux extraterrestres, un peu avec des extraterrestres qui se sont écrasés un petit peu partout. Il existe des organisations qui sont là uniquement pour ramasser un petit peu tout ce bordel et aussi, pourquoi pas se faire un petit peu de pognon derrière. Et sauf que le problème, c'est que bon, et donc je vous le donne en mille, hein, l'organisation qui était occupée de ça à la base, c'est celui du Faucon. Mais ils ont été rapidement retirés pour laisser place à d'autres organisations payées par Tony Stark. En même temps, c'est un petit peu normal, une technologie semi-extraterrestre, tu ne vas pas laisser ça au premier venu. Ça aurait dû juste y penser un petit peu avant. Je vous spoil pas pourquoi. Ensuite, ce que j'adore dans ce personnage, c'est déjà sa personnalité, le fait que c'est un businessman dans l'âme, hein, c'est... Le mec qui fait tout ça juste pour l'argent, pour sa famille. Donc c'est même pas un vrai méchant quand tu te rends compte. C'est un petit peu comme Octopus ou comme l'homme sable en fait. Ce qui fait ça uniquement pour sa famille. Il fait pas ça juste parce que ouais je suis un méchant, je veux engorger du pognon. Non, il fait ça pour faire survivre sa famille. Et je trouve ça beau. J'ai même pas envie de dire que c'est un méchant qui fait ça juste pour l'argent, qui fait ça juste parce qu'il est méchant. Non, c'est beau. Franchement c'est beau. Bon, après, j'ai envie de dire, son costume, voilà, mais... Et puis ce qu'il fait, voilà, c'est beau quand même. Parce que oui, le film se passe 8 ans après le premier Avengers. Oui, 8 ans. Ça ne rajeunit pas parce que je me souviens pas à quelle année est sorti le premier Avengers, mais je crois que c'était en 2011, je crois, non? Je vérifierai, je mettrai la date quand il est sorti. Mais 8 ans! Enfin, Dieu, ça fait loin! Attends, ça rajeunit pas ça, merde! Donc, 8 ans après, donc, il a construit donc, des armes à partir de morceaux d'extraterrestres qu'il vole un peu partout. Et les fameux trucs hein, qu'ils ont laissés dans Avengers 1. Et dans Avengers 2 aussi par la même occasion, hein, t'en servir partout. Sérieusement, le mec, il te construise des armes, mais des armes meurtrières, genre le gant du Chokar, on en reparlera après. Et bien entendu, des sortes de pistolets qui sortiraient tout droit d'un film Men in Black, quoi. Et c'est jusque là. Les pistolets, c'est genre des gros flingues avec des sortes de rayons plasma. Mais waouh! Ils ont jusqu'à des petits trucs qui servent en fait à passer à travers les murs de n'importe quelle épaisseur. Mais c'est génial ça, non? Et ils les vendent à des malfrats. Hein.
Ouais, bah autant se faire du pognon là où il y en a. Après, de ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a un petit peu saoulé dans le film, c'est le fait que Tony Stark, justement, parce que Peter Parker n'arrête pas de lui dire, oui, il y a quelqu'un qui vend des armes, et des armes plutôt dangereuses, hein. Et Tony Stark, bon, s'en bat un peu les steaks, hein. Bon, je sais qu'il a peut-être d'autres... Non, en fait, j'allais dire, il a peut-être d'autres raisons, mais il en a pas, en fait, parce qu'il est juste en train de déplacer les trucs de la tour Avengers jusqu'à la nouvelle base Avengers. Mais mec, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui vend des armes qui sont même plus puissantes que des trucs nucléaires, étant donné que c'est fait avec des trucs extraterrestres, et le mec, il engueule presque Spider-Man parce qu'il essaie de sauver le monde. Mais t'es sérieux, gars? Donc, naturellement, après, l'inévitable va arriver, on en reparlera dans la partie spoil. Il y a beaucoup de trucs qu'on va parler dans la partie spoil, bizarrement. Et puis voilà, et j'ai envie de dire, sincèrement, au niveau du costume du Faucon, certes, c'est pas l'original, genre avec, je sais même pas comment il fait l'original, mais sincèrement, tout le costume est fait un peu comme un sorte de bouffon vert, avec une petite subtilité à Iron Man, surtout quand on voit son visage avec un sort d'écran. Mais sincèrement, son costume, il est nickel. Franchement, ça va très bien avec l'univers du Faucon dans la période actuelle. Ensuite, je vais parler de Peter Parker, alias Spider-Man. Et là, on va avoir encore des trucs à dire aussi. Déjà, donc, il est joué par Tom Holland, qui apparemment est un petit nouveau quand même s'il a déjà fait ses preuves dans quelques films. Et sincèrement, il joue plutôt bien. Franchement, il est même très convaincant. Et ça fait du bien de voir un Peter Parker un petit peu... déjà, il est jeune, et surtout, il est très innocent. Dans celles de Sam Raimi, c'était du genre un faiblard en fait qui devient un peu fort et tout, alors que dans le 2, enfin dans les Amazing, bah c'était juste un jeune rebelle par compris, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est l'impression qu'il donnait, hein. Alors que là en fait, il est compris, il est pas genre martyrisé et tout, mais il est très innocent. Et c'est beau de voir un Peter Parker comme ça, parce que du coup en fait, il est tout à fait innocent, par exemple quand il voit Iron Man ou quand il voit Captain America et tout ça, tu vois que c'est un gosse quoi, et ça c'est beau. Franchement c'est bien d'avoir un Peter Parker comme ça. Son développement de personnage il est sublime. Le personnage au début tu sais qu'il a fait Captain America Civil War, on le sait. Et on voit ce qui se passe après, genre il a le costume, il s'amuse un petit peu avec, d'ailleurs on va apprendre beaucoup de trucs sur son costume, hein. Notamment qu'il a des fonctionnalités qu'on ne doutait pas du tout que ça existait, surtout dans un tissu où tu te disais ouais c'est juste un costume de toile. Faut pas oublier un truc, ça sort de Stark Industries, donc il n'y a pas que du tissu là-dessus, il y a aussi des fils électriques dedans. Ouais, parce que sincèrement quand vous verrez toutes les fonctionnalités qu'il a dedans, vous risquez d'être surpris. D'ailleurs, je vais parler d'une de ces fonctionnalités qui, je viens de spoiler un petit peu dans le sens que ça vient de Stark Industries. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les costumes d'Iron Man qui a fait un petit peu sa particularité? À un moment, avec son pote geek, il désactive une sorte de barrage pour gamins. En fait, en gros, c'est une sorte de contrôle parental. Et en fait, il découvre que son costume, dans son costume, hein, je te rappelle un costume de tissu avec des fils électriques en dedans, et ben il y a carrément un sorte de Jarvis, qui va d'ailleurs appeler Karen, puisque c'est une voix de fille. Et là, j'avoue que la première fois où il lui parle, où il teste les différentes toiles et tout, c'est assez amusant parce qu'on se rend compte à quel point en fait, on comprend pourquoi il avait une contrôle parental avant, parce que ça devient gros bordel à bout d'un moment. Parce que, je veux dire, quand vous voyez par exemple les fils, genre il a un fil, tu tires dessus, t'as carrément un fil avec de l'électricité qui sort, what the fuck? T'as carrément de la toile ricochet, et puis t'as un modificateur de voix par exemple, hein, par rapport à beaucoup de trucs qu'il a, mais le modificateur de voix, je vous dis pas pour quelle scène c'est. Mais sincèrement, elle est ridicule et c'est vachement drôle. Parce que c'est tellement ridicule. Après, bien sûr, donc, vous avez déjà vu hein, l'araignée drone, les ailes qui poussent sous les bras. Voilà, quoi, je veux dire, après, je ne spoil rien, ça c'est dans les bandes annonces. Et puis après, le fait qu'il se fasse retirer son costume et qu'il va voir son fameux costume fait maison. Un vrai costume fait maison, hein, parce que ceux de Spider-Man 1... et celui des Amazing Spider-Man, je suis désolé, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vous savez très bien que c'est pas possible de faire ça juste avec un gars qui fait ça dans sa chambre tout seul.
Celui de Spider-Man 1, quand il dit l'araignée humaine, à la rigueur, ouais, là on peut croire. Mais là, c'est encore pire. C'est genre dans ce film-là, on dirait un pyjama. Un pyjama très résistant d'ailleurs, hein, parce que quand tu vois la scène de fin, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il s'est pas retrouvé à poil encore? Ouais, c'est à ce point, c'est vrai que c'est une incohérence, mais bon. Non, sincèrement, ce Spider-Man est vraiment bien dans le sens que, du fait qu'il est jeune et innocent et qu'il veut prouver que c'est un bon Spider-Man, bah, il fait des belles bêtises quand même. Il va quand même réussir à être un héros, mais il va avoir du mal, hein, parce qu'au début, c'est pas gagné, hein. Après, je peux parler bien entendu du caméo de Stan Lee, qui est vachement intéressant, qui vient à un moment banal du film, j'ai envie de dire. Je vous laisse découvrir où. Et vous verrez, vous ne le louperez pas, hein. Je vais commencer la partie spoil, donc pour ceux qui veulent arrêter la vidéo maintenant parce qu'ils ont pas envie de se faire spoiler. Donc déjà, vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo, ça permettra de faire connaître la chaîne et à me montrer que vous avez aimé la critique que je viens de faire. N'oubliez pas que c'est la première fois que je fais ça, donc si je fais des conneries, c'est normal, ou que je sois vulgaire aussi, ça peut arriver. N'oubliez pas à la partager sur Facebook et sur Twitter, à nous suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. Et maintenant, je pense qu'on est entre personnes qui soit ont vu le film, soit on s'en fout de se faire spoiler. Oui, parce que venez pas pleurer que je vous ai spoilé, je vous ai déjà spoilé entre guillemets un petit peu. Là, on va rentrer dans du gros spoil. Donc je vais attendre qu'on soit bien entre nous. Hein. Non, c'est bien toi que je parle, hein. C'est pour ça que j'attends là. T'es sûr de toi, hein. Tu vas pas pleurer, hein. Tu vas pas pleurer. Ah bon, on y va alors. La première scène dont j'ai envie de parler dans la partie spoil, c'est justement le faucon qui est le père de Lynn. Sincèrement, cette scène-là m'a fait bizarre dans le sens que je m'y attendais pas. Parce que oui, il dit qu'il a une fille et tout bordel, mais ça aurait pu être la fille de n'importe qui. Enfin, ça pouvait être le père de n'importe qui. Mais je m'attendais pas à Lynn. Et justement, ça rajoute ce côté dans le sens que... il y a un stress quand il est dans la maison, quand il doit inviter Lynn pour le bal de fin d'année. Et puis d'ailleurs, avec la scène de la voiture, quand ils se parlent et tout, sincèrement, j'ai bien aimé le fait que le faucon se dit « Je te connais, toi. Je te connais, je t'ai déjà entendu quelque part. » Bah oui, mon gars, je t'ai déjà entendu quelque part. Étant donné que... comment expliquer ça simplement? Bah oui, tu es Spider-Man. J'ai déjà entendu ta voix, ça te dit que c'est quelque chose aussi, justement. J'ai adoré parce que, en fait, ça prouve à quel point, faut arrêter de dire « Oh là là, est-ce qu'il va savoir que c'est Spider-Man ou pas? Il l'a entendu parler, il voit à peu près la corpulence et la tête qu'il a. » J'ai bien aimé ce développement de personnage parce que du coup ça montre bien que c'est intelligent de dire oui, je sais qui tu es et tu vas en chier mon gars. Parce que oui, il lui fait la proposition de dire soit tu vas avec ma fille, tu lui fais passer une excellente soirée et tu me casses pas les burnes et je ne touche pas tes proches, soit tu vas continuer à m'emmerder dans mon business et puis je tue toutes les personnes proches qui sont proches de toi et je te tue. Après, donc avec la fameuse scène où le choker, j'ai envie de dire, hein, je sais pas si ça va être le vrai ou pas, qui carrément, son gant est extraordinaire, hein. Le fait de pouvoir mettre juste un coup de poing dans un bus et le faire décoller, hein. Quand je vous dis que les armes qu'il préparait étaient des armes puissantes, hein. D'ailleurs tellement puissantes que les armes, quand il y a un moment dans une scène, quand il va au bal quand il va à la fête de Lynn, il y a des personnes qui pour montrer l'efficacité des armes, tirent dans un sorte de terrain vague. Et genre le mec, le Spider-Man, il doit être à peu près à 10-15 km du truc, et il le voit qu'il y a une sorte de lumière bleue bizarroïde qui sort de nulle part. Et ça, bien sûr, Stark ne s'est pas dit oh ouais, c'est peut-être un petit peu dangereux. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, quand on revient pour la fin, le fait que Michael Keaton, donc le faucon, qui va essayer de dévaliser l'avion où il y a tous les trucs des Avengers dedans, que ce soit les trucs de Thor, de Captain America, d'Iron Man, ainsi de suite. Et qui, après avoir crashé l'avion, c'est là que je reviens sur le système du costume de Spider-Man. Il s'est crashé d'un avion. L'avion, il a explosé quasiment. D'ailleurs, les caisses n'ont pas explosé, ne me demandez pas pourquoi. Et son costume, il a quelques petites déchirures pour dire ouais, t'as vu, j'ai quand même, voilà. Mais il est quasi intact. Alors que ça a l'air d'être du tissu de pyjama. Mais non, il est quasi intact. Ne me demandez pas pourquoi.
Et par contre, je pense que le Faucon a quand même une reconnaissance envers Spider-Man, étant donné qu'il l'a quand même sauvé, entre guillemets. Parce que quand il veut porter la caisse et qu'il lui dit non, 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 ne pars pas, sinon la caisse, tes ailes vont exploser. Et qu'après, donc ses ailes explosent et qu'il la sort et tout. Et qu'il l'emmène quand même en prison. Je pense que cette scène-là va montrer qu'en fait, le Faucon va avoir une petite reconnaissance envers Spider-Man. Parce que, voilà, vu la scène post-générique, c'est la seule explication que j'ai. Parce qu'on va y venir justement. La scène post-générique m'a posé problème. Parce que, pour ceux qui ont vu le film et qui ont vu la scène post-générique, pourraient m'expliquer dans les commentaires l'utilité de cette scène. Parce que normalement, ça, des fois, bon, comme dans Avengers, ça n'annonce que dalle. Mais là, c'est même pas que ça annonce que dalle, c'est que ça t'annonce un truc. Soit j'ai pas saisi, soit c'est malmené. Parce qu'en fait, la scène post-générique, donc on voit donc le Faucon qui s'en va et tout dans un couloir pour aller voir sa famille, et il croise un malfaiteur, que je crois que c'est un des malfaiteurs qu'il y avait dans la banque, justement. Dans la banque avec les masques des Avengers. Tout le monde a vu ça dans la bande-annonce. Et en fait, il dit oui, j'ai envie de me venger de l'araignée, t'inquiète pas, je vais rien te faire. Et il dit et apparemment, selon la rumeur, tu saurais qui est l'homme araignée. Et là, Michael Keaton lui dit si je savais qui c'était, je l'aurais tué. Pourquoi il le défend? Par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à la fin, ou il y a quelque chose qui m'échappe? Parce que là, j'ai pas compris. Et après, c'est pas genre, voilà, parce que le mec il dit oui qu'il a des amis dehors qui aimeraient bien savoir qui c'est. Bon, je pense que c'est les autres malfaiteurs, ou peut-être un autre ennemi qu'on verra dans un Homecoming 2, qui sait. Mais là, j'ai pas compris l'utilité de la scène. J'ai pas compris, pourtant ça a l'air de te dire, il va y avoir quelque chose. Mais on t'enlève quoi? C'est genre, moi je m'attendais à genre, oui, c'est un lycéen qui s'appelle Peter Parker. Non. Non. Non, non. En même temps, j'aurais fait ça, ça aurait été trop facile, parce que du coup, Spider-Man n'aurait même plus d'identité secrète. D'ailleurs, on va reparler un truc par rapport à la fin qui m'a fait extrêmement rire, c'est quand il arrive donc dans la fameuse tour Stark, après avoir sauvé la cargaison de l'avion. Où carrément, il envoie Tony Stark et Happy complètement boulés dans le sens de ah ouais, je peux devenir un Avengers avec le nouveau costume, j'en parlerai pas. Et qui fait genre ah ouais, non mais en fait, je veux pas être un Avengers, je préfère retourner dans ma petite vie pour aller sauver la ville et l'orphelin, parce que oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Oui, sûrement un clin d'œil à Tony Stark qui fout rien, mais voilà. Et qui dit oui, il se dit ah en fait c'était un test, c'est ça, c'était un test pour voir comment j'allais réagir et tout, si j'allais décliner l'offre ou pas, et puis voilà. Et qu'il disait, parce qu'il disait oui, il y a plein de monde qui t'attend pour en disant dire ouais t'es le nouveau Avengers, avec le costume qui franchement j'ai pas trouvé beau, le nouveau costume. Qui oui, il a fait un costume un peu genre à l'Iron Man avec les seins. En gros, c'est le costume d'Iron Man avec le symbole de Spider-Man. Ça fait bizarre quoi. Et puis du coup, il dit oui, c'était un test et tout. On connaît la modestie de Tony Stark. Et c'est là qu'on voit une personne qui est créditée au générique, genre c'est un peu comme les personnages quand ils sont dans les films. Et là, c'est un personnage qui apparaît, allez, 1 minute 30 le temps de cette scène, c'est Gwyneth Paltrow. Si je le prononce bien. C'est Gwyneth Paltrow, enfin bref. Donc quand elle arrive, tu vois plein de journalistes dans une salle, elle dit oui alors il est où ton nouveau Avengers? Et il fait ah bah il nous a foutu avant, il s'est barré. Il dit non mais attends, j'ai plein de journalistes qui m'attendent, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'il sort la vieille blague de oh bah tiens je vais te demander en fiançailles devant tout le monde, ça passera crème et tout. Ouais, on voit là qu'il s'est dit merde, j'ai peut-être pris ce gamin trop pour un idiot parce qu'en fait il est pas si idiot que ça, mais fou dans la merde. Je fais comment? Franchement, voilà. Et je trouve que c'est une fin bien méritée pour Spider-Man Homecoming. Et donc sinon, si la vidéo t'a plu, donc j'ai déjà fait tout le baratin sur les j'aime, donc surtout laissez bien un j'aime pour dire si vous avez bien aimé. Et moi d'ici là, je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo pour la version longue du prochain film dont la photo qui va aider pour indice sera donc là, juste à côté. Je sais, il devait sortir en novembre, il y a eu un petit peu de retard, mais croyez-moi, ça revient bientôt. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et une très bonne journée aussi, tout dépend le moment que vous la regardez. Je vous fais tous des gros bisous et à la prochaine. Bye bye tout le monde!